Coup d'État, en fait, les militaires n'ont fait qu'entériner une décision populaire qui s'est manifestée dans la rue. Des millions d'Égyptiens ont défilé, ont exigé, las de l'incapacité du gouvernement des frères musulmans à régler le plus petit des problèmes de l'Égypte aujourd'hui, ou simplement de défendre les intérêts de l'Égypte et des Égyptiens. Donc les militaires ont pris acte et le coup d'État, s'il a eu lieu, est un coup d'État populaire. Après tout, en démocratie, le peuple est souverain, et dès lors qu'il est souverain, il peut exprimer sa façon, aussi bien en votant dans les urnes qu'en votant avec les pieds. Comment définir la légalité de la chose? Tout le monde dit la légalité, la légalité, la légalité. Lorsqu'en décembre 94, si je ne me trompe, le processus démocratique est interrompu brutalement après le premier tour des élections législatives qui donnait gagnant le Front islamique du salut en Algérie, ce qui va déboucher en 1995, à partir de janvier, sur ces fameuses années de Brest, ces années de sang qui vont meurtrir l'Algérie. La France appuie cette interruption du processus démocratique et personne n'y trouve rien à redire. Au contraire, tout le monde se frotte les mains alors que les islamistes du Front islamique du salut auraient certainement pu faire leur expérience et peut-être échouer et peut-être être renvoyés à leurs chères études coraniques, le cas échéant. Si l'on parle de l'égalité, voyons comment sont arrivés les frères musulmans au pouvoir. Il y a eu bien sûr un scrutin au suffrage universel, mais dans l'absence de transparence la plus totale. Et il s'agit là d'un euphémisme. La commission électorale qui s'est réunie à huis clos devait publier les résultats au bout de 24 heures. Ils l'ont été au bout d'une semaine sans que quiconque ait pu voir comment les choses se passaient ni quels étaient les résultats. Beaucoup disent en Égypte, et quand je dis beaucoup, je parle de l'élite, et pas d'une élite forcément mal pensante, athée, progressiste ou autre, disent qu'il manquait en fait 8 millions de voix à Mohamed Morsi pour être élu et qu'il y a eu un trucage massif, d'ailleurs qui aurait pu être soutenu, voire encouragé, mais on accuse toujours Washington et le département d'État dans ces cas-là. Nul ne pourra vérifier, mais toujours est-il que la validité de l'élection de Morsi et donc sa légalité et sa légitimité personnelle et celle de son mouvement, les frères musulmans, est depuis le départ remise en cause. Il aurait pu justifier de son élection si Mohamed Morsi et les frères musulmans avaient véritablement embrassé les intérêts de l'Égypte et des Égyptiens, ce qui n'a pas été le cas, puisque ce sont des idéologues et que leur préoccupation avant tout, c'est l'islam, l'islamisme et leur soif personnelle du pouvoir, donc leurs ambitions, et que l'Égypte, au contraire, commençait d'une certaine façon à plonger toujours plus profond dans le néant économique où elle se trouve actuellement. La légalité n'est pas toujours dans les urnes, on le voit le cas. Donc il y a cette hypothèse qui hypothèque le pouvoir des frères musulmans, que le jeu au départ aurait été biaisé, aurait été truqué, mais finalement l'Égypte a accepté cette sanction des urnes. Aujourd'hui, la légalité, elle se trouve aussi du côté de la souveraineté populaire. Nous l'avons dit. Si une majorité écrasante de citoyens jugent que la situation devient intolérable, alors on nous dira, mais ils pouvaient attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, les nouvelles échéances pour renvoyer les frères musulmans. Non, parce que la situation se dégradait très vite. Si l'on lit un petit peu en dehors des médias, je n'ose pas dire qu'ils nous désinforment, mais des médias qui nous abreuvent de conformisme et de pensée unique, on s'aperçoit il y a eu constamment des destructions d'églises, il y a eu des enlèvements de jeunes femmes chrétiennes, des mariages forcés, des destructions ici et là, que petit à petit le régime des frères musulmans glissait vers une forme de terre
terreur à bas bruit, il y avait des arrestations arbitraires, il y avait aussi des tortures, et beaucoup disent des sévices plus graves et plus extensifs que du temps du président Moubarak et de sa dictature libéralo-progressiste, américano, que sais-je. Tout cela fait tâche. Même des paysans chiites avaient été tués, brûlés, un village chiite attaqué, mais encore une fois, non relayé par les médias occidentaux. Donc il y avait une situation en constante dégradation. Le mécontentement a commencé à se faire jour en Égypte au bout de 8 mois du gouvernement des frères musulmans et est arrivé à ce que l'armée soit obligée de prendre acte et d'assurer, non pas l'intérim, mais le passage à un renouvellement du pouvoir civil, ce qu'elle a fait. Rappelons juste que le gouvernement intérimaire a proposé aux frères musulmans d'entrer dans une nouvelle configuration gouvernementale. Il y a eu des offres, il y a eu une politique de la main tendue. Cette main tendue a été refusée. Toutes les ouvertures ont été repoussées. Donc si les frères musulmans avaient véritablement voulu jouer le jeu de l'intérêt de l'Égypte, un terrain de compromis et d'entente eût été trouvé, ce qui n'a pas été le cas. On montre bien les frères musulmans sont dans une logique de radicalisation et même une logique de guerre civile. L'armée a toujours été là en Égypte, et comme elle devrait être là dans tous les pays. C'est au fond la colonne vertébrale. C'est le dernier. Il y avait un ministre français qui s'appelait Robert Gallet qui disait, après les événements 68, qui avait parlé de l'armée comme dernier rempart de la nation, dernier rempart des institutions démocratiques. Alors vous allez me dire, on va à l'encontre de cette notion d'institution démocratique. Mais dès lors que les institutions, les principes et même la Constitution ont été trahis ou bafoués, et c'est le cas des frères musulmans qui avaient suspendu la Constitution. Où était la légalité d'un pouvoir ayant suspendu la Constitution? C'est à l'armée de garantir justement la continuité de l'État. Lorsque j'ai regardé la dernière intervention publique du général Sissi, il s'est exprimé en tant qu'Égyptien, en tant que, on ne va pas dire nationaliste, mais si, national égyptien, défendant les intérêts de l'Égypte et des Égyptiens, et je l'ai trouvé crédible. Alors, par ailleurs, l'armée égyptienne, depuis très longtemps, depuis la fin de Nasser, qui lui s'était rapproché du bloc soviétique, est formée par les Anglo-Américains, soit à Londres, soit aux États-Unis, soit les deux en ce qui concerne le général Sissi. Mais les amitiés militaires de camaraderie, la formation est une chose, l'inféodation en est une autre. Le général Sissi, d'ailleurs, s'il est arrivé à son poste, c'est parce qu'il avait été choisi par les frères musulmans, par le président Morsi. Il n'est pas frère musulman lui-même, mais choisi en raison de sa pratique assez intense d'un islam plutôt rigoureux. Sa femme est voilée. Aujourd'hui, il n'a pas trahi les siens sur les ordres de Washington. Il a simplement entériné une décision populaire qui exigeait une nouvelle forme de légalité, une nouvelle légalité. Les États-Unis avaient d'abord misé sur les frères musulmans, ils les avaient soutenus. Les frères musulmans jouaient la carte de la politique américaine, la carte de Camp David à fond. Pour la première fois, et c'est depuis 40 ans, pour la première fois, Israël était assuré sur son flanc sud, sur son flanc sud-ouest. Il est de fait que l'armée égyptienne reçoit un soutien financier de la part des États-Unis, un soutien qui n'est certes pas négligeable. Mais il faut savoir aussi que l'armée en Égypte est une vaste entreprise industrielle et commerciale, pourrait-on dire, et que notamment l'armée égyptienne possède des parts dans l'exploitation du canal de Suez qui lui rapporte 1, 2, 3 milliards, même si tendanciellement cette part de son financement tend à baisser parce que le trafic, en raison de la piraterie,
dans mer Rouge, sur les côtes somaliennes, a ralenti les transits par le canal de Suez. C'est un, un financement autonome. Aujourd'hui, en Égypte, tout le monde déclare, à commencer par les hauts gradés de l'état-major égyptien, qu'il saurait se passer de cette aide américaine, qui était d'ailleurs, il faut le savoir, une aide à l'Égypte, à l'armée égyptienne, mais aussi destinée à assurer la sécurité ou la stabilité dans cette partie de la région sud-Méditerranée, et en fait une subvention déguisée à l'État hébreu. L'autonomie de l'Égypte et de l'armée est tout à fait envisageable. L'Égypte a vu ses ressources touristiques baisser, mais elles existent toujours, notamment sur la mer Rouge. L'Égypte est un pays qui a des ressources, qui a d'ailleurs des ressources humaines inemployées, puisque le taux de chômage doit être dans la jeunesse proprement dévastateur, hein, entre 20 et peut-être 30 ou plus, 30% comme dans tous les pays des printemps arabes. Donc l'Égypte a les moyens de son autonomie. Et puis, comme je le disais, elle peut aller chercher des soutiens du bloc, du nouveau bloc eurasiatique qui émerge aujourd'hui, Fédération de Russie, Chine, Inde, Iran. Même si l'Iran est soumis à un embargo, l'Iran soutient aussi à une géopolitique régionale. Cette émancipation est possible et doit faire partie des cauchemars des gens du Pentagone et du département d'État, puisqu'il faut bien penser que la diplomatie américaine est une diplomatie armée. Donc Pentagone et département d'État vont de pair. C'est un cauchemar. Cette carte qui a été jouée de l'armée n'était, je le rappelle, qu'une carte de rechange. Et cette carte de rechange risque de faire long feu, contrairement à ce que nous assène tous les jours la presse, qui nous fait croire que la légalité, la démocratie ont été violées, bafouées, piétinées. Un mot, lorsqu'il s'agit de renverser un gouvernement légalement élu, qui a d'ailleurs fait procéder à un vote constitutionnel en Syrie il y a à peu près un an, aucune remarque des observateurs qui ont pu assister à ce scrutin, qui a une opposition aujourd'hui qui joue un rôle modeste, certes, mais réel. Lorsqu'il s'agit de renverser un gouvernement élu démocratiquement, tout le monde applaudit des deux mains. Mais voilà, comprenne qui pourra. Officiellement, on a 800 morts pour la semaine dernière, ce qui montre une dégradation terrible de la situation. Ce que l'on ne dit pas aux Français et aux Européens, c'est qu'un minimum de 80 églises, monastères et établissements religieux ont été brûlés. Que les exactions Donc les violences ne sont pas d'un seul côté, elles ne sont pas celles de la police. Aujourd'hui, si vous allez sur la toile, vous verrez qu'il y a eu des films pris d'hélicoptères où on voit des tireurs embusqués. On ne donne pas le chiffre de 50 à 80 morts dans les forces de l'ordre, tués elles aussi à balles réelles. On ne voit pas les snipers embusqués sur les toits qui tirent sur les frères musulmans, mais qui ne sont pas des milices du nouveau pouvoir et de l'armée, qui sont en fait des frères musulmans, et c'est dénoncé de tous les côtés en Égypte, qui sont des frères musulmans qui tirent sur leurs propres troupes pour justement exciter à la guerre civile et conduire à des débordements, engager l'engrenage de la répression, de provocation-répression. C'était un slogan de mai 68. Nous avons là d'ailleurs, personne ne le remarque, une situation très semblable, très analogue à celle qui a prévalu au démarrage de la guerre dite civile, puisque c'est une guerre internationale en Syrie. Il y avait des manifestations pacifiques, il y avait des tireurs embusqués qui tiraient sur la foule pacifique, et l'on a dit qu'aujourd'hui, on a dit à cette époque-là qu'il y avait une répression sanglante de la part du gouvernement, alors que c'était des provocations peut-être djihadistes, takfiristes, salafistes ou abo-salafistes à l'encontre de ces manifestants pour amorcer des réactions de masse et d'indignation également à l'extérieur, ce qui n'a pas manqué. Donc le scénario est connu et il est bien rodé.
Donc on peut avoir deux types de scénarios. Un scénario, au fond, à la syrienne, avec des affrontements qui vont se développer avec des aides extérieures, des djihadistes. Dans le cas libyen, il faut savoir que 10 000 Qataris des forces spéciales se sont succédés pour combattre, soi-disant, aux côtés des révoltés de Benghazi. Donc là aussi, on nous a parlé de guerre civile. C'était une guerre civile pilotée, dirigée, organisée de l'extérieur avec l'appui des forces de l'OTAN. Les Occidentaux ne peuvent pas intervenir en Égypte. La population est trop nombreuse, le rapport de force est beaucoup trop incertain. En tout cas, plutôt, il est massivement en faveur du pays et de la société civile qui représente le double peut-être de ce que peuvent représenter les forces des frères musulmans. Donc, scénario possible, mais non pas probable, celui de la Syrie. Mais également, on peut avoir celui d'une somalisation, c'est-à-dire d'une guerre civile à bas bruit, avec des attentats, des incendies, des exactions de tous les côtés, une sorte de décomposition purulente de la société égyptienne. Je rappelle que très régulièrement, il y a des affrontements dans le Sinaï, que ce sont par dizaines que les membres des forces armées égyptiennes sont tués. C'est encore le cas, ça a été encore le cas la nuit dernière, et que l'on peut très bien voir des attentats se multiplier. Donc j'ai parlé de scénario à la somalienne. Retirons ce mot, un scénario à l'irakienne, avec des attentats à tous les côtés, intercommunautaires, et des gens qui tentent en permanence de déclencher véritablement une guerre civile ouverte.